Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport. Nouvel épisode, nouveau match qui oppose Tapiro à Tapiro. Messieurs, sommaire. Sommaire, Aya Nakamura, c'est le parquet qui prend la suite de l'affaire, qui porte plainte pour racisme. Et en flux tendu jusqu'aux Jeux Olympiques, le feuilleton de Madame la Ministre. Oulala, Castera. Clarissa Agbenenou ne sera pas porte-drapeau. Elle aimerait bien être porte-égo, mais ça, on va en parler. Pour contrebalancer le rugby à Toulouse, un combat de nains est organisé. Pour ou contre? Et enfin, Adidas qui revend les stocks de chaussures de notre grand ami Kanye West, justement au profit des associations qui se battent contre le racisme. Tout de suite, place à l'émission. Sur l'échelle de Richter de la stupidité, on frôle un record sismique. Aya Nakamura, ciblée, criblée d'insultes racistes, car elle pourrait, ce qui n'est même pas acquis, chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Stop, la justice décide d'ouvrir une enquête. Oui, une enquête parce que, bien entendu, ça dépasse la plainte classique qu'on pourrait avoir sur des insultes raciales. C'est que là, on a carrément un groupe de supporters, présumés supporters du... Appelez les natifs. Alors, ça Appelez les natifs, j'adore les natifs, ou les identitaires, c'est un peu pareil, qui estiment que Aya Nakamura n'a pas le droit de, je ne peux même pas représenter la France, de chanter du Edith Piaf. Mais ils sont qui, ceux-là, pour expliquer artistiquement un choix pareil, alors que on a une symbolique magnifique de cette chanteuse qui est la plus grande chanteuse francophone dans le monde. Elle vend des millions d'albums et surtout, elle est la fierté de la France. Donc elle est la fierté de la France d'un point de vue artistique, elle ne le sera pas d'un point de vue olympique. Il faut dire non et c'est très très bien que ce soit le parquet qui s'en saisisse parce que derrière il y a une plainte de l'État contre ces agissements épouvantables avec l'explosion du racisme. Ouais, on aurait parfaitement toléré éventuellement une critique à son encontre en disant mais qu'est-ce qu'elle a à faire à chanter pendant les Jeux Olympiques, il n'y a rien à voir. C'est vrai que quand on voit Edith Piaf, c'est une image de la France, pas toujours très reluisante pendant la guerre, mais en tout cas une image de la France, mais surtout par rapport au sport olympique, n'oublions pas qu'elle était la maîtresse d'un des plus grands boxeurs de tous les temps, qui est Marcel Cerdan. Donc quelque part, il y a un rapport très fort. Il faudrait peut-être chercher le rapport avec Aya Nakamura, peut-être que son fiancé pratique le badminton ou le padel. Le padel. Alors, on va écouter ce qu'en dit la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui prend la défense d'Aya Nakamura. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, c'est absolument pas acceptable. Parce que là, c'est pas un choix, c'est un délit. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de... Non mais je suis rarement d'accord avec Rachida Dati, mais là, elle a raison sur l'ordre du droit. Mais je trouve qu'elle est quand même assez modérée. Moi, je serais beaucoup plus scandalisé. Elle a été garde des Sceaux. Elle est d'origine maghrébine. Je trouve un peu calme. Alors, c'est peut-être son nouveau style, puisque je pense qu'elle est ministre maintenant, donc elle ne peut pas en faire trop. Mais je trouve ça tellement scandaleux, tellement inouï, d'un point de vue sportif, artistique, éthique, culturel. Pour moi, c'est indigne de la France. Pour moi, c'est presque le procès de la France aujourd'hui. Alors, moi, je ne sais pas si c'est le procès de la France, mais en tout cas, c'est le procès des Jeux Olympiques. On a l'impression que tout ce qui va arriver, de bien ou de moins bien, pour les Jeux Olympiques jusqu'au mois de juillet, va être contesté, coupé en 4, etc. Et on a envie de respirer un peu parce que ça ressemble à rien. Dès qu'on va citer un chanteur ou une chanteuse, ça va être une polémique. Alors tout à l'heure, on parlera aussi de la qualité de l'eau dans la Seine pour pouvoir nager pendant le triathlon. Ça, c'est une juste polémique, mais justement, concentrons-nous sur les vraies polémiques et pas sur tout et n'importe quoi. On a vraiment l'impression que les Jeux Olympiques, c'est comme en Espagne, il y a une espèce de cheval où pendant les anniversaires, on se bande les yeux, on tape dessus avec une batte de baseball. Faut peut-être arrêter. La piñata, ça s'appelle. Ça s'appelle la piñata. Cette piñata, j'aimerais pas que ce soit Aya Nakamura devienne Aya Piñata. Ce qui est ignoble ici, c'est qu'on a quand même une fierté. Je suis désolé, mais moi j'adore Aya Nakamura. Je trouve que ses chansons sont incroyables. Je les comprends pas, mais c'est pas grave, c'est artistique. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre? Est-ce que vous allez me dire que 100% de ces débiles qui sont contre Aya Nakamura comprennent ne serait-ce qu'un bouquin de Camus ou une toile de Dali? Non. Eh ben pareil pour une chanson d'Aya Nakamura. Et je trouve d'abord elle a une vraie posture, une vraie présence, et de chanter justement du Edith Piaf. Eh ben pour moi, ça fait partie de cet ADN de la France, qui est ce métissage de culture, et on en a bien besoin aujourd'hui. Alors justement, cet ADN de la France, regardez comment l'international commente notre position. Regardez comment la presse se moque de nous, et en particulier de la teneur que prend cette affaire.
Aya Nakamura, oui, regardez, Erupts as far right, rages as French singer. En fait, ils ont, évidemment, c'est toujours le bon jeu, surtout avec les anglo-saxons, hein. On tape sur la France, quoi qu'il arrive, mais là, franchement, on a donné le bâton de la piñata pour se faire taper dessus. C'est ignoble. Sincèrement, c'est une polémique d'un autre temps. Et en plus, la 11 Gour, bon, elle est black, elle réussit. Déjà, n'oublions pas que ça, c'est grave. Vous savez pour qui ? Souvent pour les blacks eux-mêmes, qui se chamaillent entre eux, vous le savez très très bien. D'ailleurs, elle le dit souvent, que malheureusement, dans la communauté des blacks, ils ne supportent pas une nana black qui réussit, c'est très compliqué. Et derrière, les bons vieux racistes dont on avait presque oublié qu'ils étaient là chez les ultras du PSG, qui reviennent avec des arguments bidons mais fallacieux, où ils reprennent en plus la chanson il n'y a pas moyen, Aya, tu chanteras pas pour les JO. Mais c'est débile, ce sont des débiles. Il est urgent de mettre un garrot à cette situation. Bien parce sûr. qu'en fait, ça fait une caisse de résonance énorme pour une toute petite association de fascistes, qui existe qu'au travers de leur fiel. De grâce, retournons aux Jeux Olympiques et arrêtons. Oui, mais ça donne un exemple. Quelque part, le fait d'en faire des tonnes aussi montre que, attention, ceux qui auraient les velléités de suivre ce mauvais exemple, ils vont se prendre un procès et c'est très très bien. Voilà pour Aya Nakamura aujourd'hui. En lançant cette émission, jamais nous aurions imaginé autant feuilletonner. Waouh, quelle série et série en cours. Messieurs, de qui s'agit-il ? Qui est récidiviste, multirécidiviste ? Qui est non-stop dans la tourmente, au point, je le dis, de m'attendrir ? On parle bien entendu de notre cher ministre. Que je défends régulièrement. Je tiens à le préciser. Madame Oudéa. Ouh là 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 là, Castéra. Et c'est vrai que, moi, en fait, ça me fait un peu de peine. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je connais le boulot des politiques, je connais le boulot de ministre, c'est très compliqué. Mais c'est inouï de voir quelqu'un qui, à chaque fois qu'on la voit, même sans qu'elle parle, dès qu'elle prend la parole, quoi qu'il, il y a un bug, il y a un truc de travers, il y a une erreur de communication énorme. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas que ça, il y a aussi une mise en examen. Hein. Oui, alors justement, mise en examen, pourquoi ? Et à quel moment ? Alors, mise en examen pour avoir diffamé, semble-t-il, Noël Le Graët, l'ancien président de la 3F qui a été démissionnaire. Ok, on lui reproche énormément de choses. Alors attendez, juste, c'est une plainte qui a été déposée en 2023, en décembre, mais dont on a appris qu'elle avait été recevable cette semaine. C'est ça. Et alors, on lui reproche d'avoir été jugé parti dans la décision de pousser à la démission du président de la 3F. On a vu qu'elle avait menti, notamment auprès des inspecteurs qui avaient été manipulés par le ministère, etc. etc. Donc voilà, on se retrouve avec une posture qui n'est pas géniale pour un ministre des Sports à l'orée des Jeux Olympiques. Je pense qu'elle n'avait pas forcément besoin de ça. Je ne suis pas convaincu que cette mise en examen aille au bout. Je ne pense pas qu'il y ait un procès. En tout cas, c'est une petite chose par rapport à la réalité. Mais à la liste des mésaventures. Lorsqu'on cumule les maladresses, les 8 jours qui ont été passés notamment dans un autre ministère, qui est le ministère de la Culture, le retour au ministère des Sports... de l'éducation. De l'éducation, pardon, merci de me corriger. Bref, on a l'impression qu'il y a un problème de positionnement. Est-ce que notre ministre des Sports ne serait-elle pas à sa place ? Justement, en politique, le cumul des mandats est interdit, mais elle est plutôt dans le cumul de mandales. Et les mandales, elle en a beaucoup, mais il faut dire qu'on a l'impression qu'elle aime ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle fait tout, et elle dit tout pour se faire taper dessus. C'est lui. Et puis surtout, et j'aimerais tellement lui dire, j'espère qu'elle me regarde, si elle veut qu'elle m'appelle, on en parlera un peu, comment avoir une posture visuelle aussi négative. Et pourtant, vous souriez tout le temps, Madame le Ministre, mais il y a des sourires qui doivent être sincères. Et on ne sourit pas avec la bouche, on sourit avec les yeux. Premier cours que je vous donnerai, c'est arrêter de sourire avec la bouche, parce que vous restez avec ce sourire qui peut même faire un peu neuneux par moment, mais vous savez, les gens comprennent la sincérité. Et pour que ce soit sincère, il faut d'abord sourire avec les yeux. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est un procès en sincérité qu'on vous fait. Et on a tellement de mal aujourd'hui à faire passer la parole publique, la parole politique. Et surtout, là, on en a besoin à quelques semaines des Jeux. Votre parole compte, votre parole pèse. Franck. Donc, à un moment, il faut vous entraîner, comme Emmanuel Macron, le président, s'est entraîné avec sa voix. Franck, il a baissé sa voix. Mais je suis désolé, la forme aujourd'hui fait passer le fond. C'est très important. Il faut le dire. Je n'aborderai pas la sincérité, mais je pense que justement, dans un problème de posture, quand on n'est pas forcément à la bonne place, on a l'impression qu'on dévie d'un point de vue de la sincérité. Et encore une fois, je pense que dans l'absolu, il y a une volonté, de bien faire. C'est exactement lorsque, et c'est pas de son fait, la décision, par exemple, d'organiser des compétitions dans la Seine et de dire qu'il y aura une baignabilité dans la Seine.
Ça fait 1 an et demi qu'on en parle, on a été interviewé 30 ans là-dessus. avec Chirac. Ça va être franchement, c'est un piège à con, excusez-moi. Mais c'est un piège à con, jamais ils nageront dans la Seine. L'expression, alors il y a deux choses, hein. Il y a la nage en eau libre, et puis il y a le triathlon qui risque de devenir un biathlon. Non, mais avant ça, il y a déjà le plongeon d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, écoutez ce que dit Amélie Oudéa-Castéra à ce sujet. Oui. Le président de la République l'a dit aussi. Oui, je pense qu'on aura tous à cœur absolument de plonger dans la Seine. Le 23 juin, c'est ça un vaste projet qui est mené avec énormément d'énergie. Jacques Chirac l'avait promis. Emmanuel Macron nous a donné le cadre et les moyens pour y parvenir. On investit 1,4 milliard d'euros collectivement. 700 millions qui sont portés par l'État avec un plan d'action qui est piloté par le préfet de la région Île-de-France et nous serons au rendez-vous. Non mais sincèrement, voilà, tout à l'heure on parlait d'Aya Nakamura, là maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fout pour les Franciliens d'aller se baigner dans la Seine? C'est pas un enjeu diplomatique, c'est pas un enjeu de fond. Et là aujourd'hui, on en fait une quête existentielle. On s'entête, Mickaël. La gravité, c'est qu'on est au mois de mars, en juillet, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de miracle. Ça fait 40 ans qu'on espère qu'on va se baigner dans la Seine avec le traitement des eaux fluviales. On ne se baignera pas dans la Seine, il faut le dire. Coût de l'opération, 1,4 milliard d'euros. Dont 700 millions qui ont été investis par l'État, mais c'est énorme. Déjà, s'il n'y a pas de plan B pour la fameuse... Ça fait cher le plongeon. La fameuse cérémonie d'ouverture, au moins qu'on ait un plan B pour qu'on puisse se baigner, je ne sais pas, qu'on rouvre la piscine de Ligny. Elle est sur les quais, on n'a qu'à la rouvrir, la piscine de Ligny. Justement, en parlant de la cérémonie d'ouverture, on en parle depuis le début. C'était absolument impensable qu'on ait autant de centaines de milliers de personnes gratuitement qui puissent assister sur les quais de la Seine à la cérémonie d'ouverture. On a bien vu que là, on n'est pas au plan B, on est au plan D'. Mais la déprime. Là, on va se retrouver avec quoi? Avec un biathlon qui va se faire sans nager. Ou un monoathlon, peut-être un monoathlon. J'ose même pas l'imaginer. Bon, en tout cas, moi, ce que je propose, c'est qu'on convie notre ministre à venir partager un moment de cette émission avec vous. Ah oui, avec grand plaisir. Compte tenu de l'acharnement que vous déployez sur cette... Acharnement positif, parce que moi, en revanche, vous savez, je suis pas dans la critique avec les politiques, j'ai tout travaillé avec eux. J'ai des méthodes pour elles, j'ai des choses à lui dire, et je pense qu'il suffit de voir l'image que je disais juste avant, avec le sourire en haut et les yeux complètement droit, pour montrer qu'il y a des choses à faire. Moi, je voudrais quand même conclure sur toutes les maladies qui ont été répertoriées lorsqu'on se baigne dans une eau, dans un fleuve qui n'est pas propre. Alors, je cite, la dermatite du baigneur, la leptospirose, l'otite du baigneur, la fièvre adénopharyngo-conjonctivale, la pneumonie granulomateuse des piscines, la kératite amibienne, j'en passe et des meilleurs. Voilà pour le menu, absolument réjouissant à suivre. Est-ce qu'on se baignera ou est-ce qu'on ne se baignera pas dans la Seine? Une championne est en colère, très en colère cette semaine. Messieurs, qui et pourquoi? C'est Clarisse Agbenenou. C'est championne de judo. Ouais, championne du judo qui était drapeau. Mais elle était porte-drapeau alors à Tokyo. Mais bon, elle a défilé avec un stade. Je le dis en riant parce que c'est quand même dans un stade vide. Stade vide avec un masque. Alors pourquoi elle est en colère aujourd'hui? Elle est en colère parce qu'il a été décidé dans les règles de choix des porte-drapeaux que ne pourront participer les anciens porte-drapeaux. C'est-à-dire qu'elle avait imaginé qu'entre Tokyo et Paris, il n'y a aucun problème. Comme on lui a zappé finalement sa mise en lumière, elle allait récupérer une mise en lumière. Je suis désolé, mais il faut mettre son ego un petit peu de côté, surtout quand on est sportif olympique. Il y a 580 sportifs. Il y en a d'autres peut-être qui aimeraient eux aussi être porte-drapeau. Et le fait de faire une crise d'ego comme ça... Alors Franck, elle ne parlait pas que d'elle, parce que c'est vrai qu'elle a évoqué notamment les champions qui viennent du sport collectif et du monde professionnel. Il y a Kylian Mbappé, il y a... Non, ça c'est pas pour les mêmes raisons. C'est que vous ne pouvez pas être porte-drapeau si... Il y a 3 raisons, oui, c'est ça. Il y a 3 raisons. La première, c'est qu'on a été porte-drapeau, on n'est pas qualifiable. Après, ensuite, il faut déjà avoir fait une Olympiade. Pas être champion olympique, avoir fait une Olympiade. Ouais. Et comme ni Dupont, ni Kylian Mbappé n'ont fait d'Olympiade... Ni Wembayama au basket, eh bien, ils ne sont pas qualifiables. Mais en fait... C'est un petit peu le syndrome de ce qu'on a évoqué tout à l'heure entre la baignabilité dans la Seine et la problématique de Nakamura / Edith Piaf. Sincèrement, depuis quand est-ce que le porte-drapeau est si emblématique lors des Jeux Olympiques? Sincèrement, si on demande à des grands passionnés de sport de nous énumérer les porte-drapeaux, ils seront incapables. Effectivement, ils auront une chance sur 2. C'est les médias, Mickaël. Non, mais c'est les médias. En fait, le porte-drapeau, c'est les médias, c'est le grand public. C'est le jeu de la taupe au jeu d'acclimatation. Dès qu'il y a une taupe qui saute, paf, mais je suis pas d'accord. Un coup de maillet et on a l'impression que ça saute de partout. Mais je suis pas d'accord. Sportivement, ça n'a absolument aucun sens. Je suis d'accord avec toi. Pour le grand public, pour les médias, ils ont toujours besoin. En plus, on est en France.
La France a toujours besoin d'un sauveur, entre guillemets. La preuve, Dupont s'est blessé, on a perdu la Coupe du Monde. Sans Zidane, on est incapable de gagner. Et ben pour eux, le porte-drapeau, c'est celui qui va donner un peu la dimension sportive, mais encore une fois, pour le grand public qui connaît rien en sport, si je prends Wembayama, moi j'aurais pris Wembayama, pourquoi ? C'est le plus grand joueur actuellement, d'abord, le plus grand joueur en taille, et il affole les compteurs de la NBA. Prenons Wembayama, un Français qui réussit à l'étranger. Ça tombe sous le sens, et qui a 20 ans. Il symbolise l'avenir. Pour moi, il n'y a même pas de choix, c'est une évidence. C'est lui. Tout le reste, c'est du bidon. Et encore une fois, ça rentre dans cette espèce de petit maringot là, pas bon. Alors là, on vient d'évoquer deux critères, deux critères de sélection. Le troisième, limite, il m'a fait sourire parce qu'il faudrait que donc l'athlète n'ait pas dans son track record un casier judiciaire ou alors un casier vis-à-vis du dopage. Sans blague. Non mais on imagine mal quelqu'un qui a été suspendu pour dopage et qui serait le porte-drapeau. Donc quelque part, c'est un vrai problème. Alors messieurs, qui, selon vous, sera porte-drapeau ? Pour moi, c'est Wembayama, mais non, il ne peut pas. Non, pas qui devrait, qui le sera. Moi, qui le sera, j'en sais rien, mais je parle de qui le devrait, il y a surtout qui me fait marrer. C'est Wembayama. Donc, j'espère qu'ils changeront les règles pour que Wembayama nous donne. Ou Teddy Riner dans ce cas-là. Pardon ? Qu'il a déjà été. Wembayama, 20 ans NBA, il réussit à l'étranger, c'est et puis il fait 2m20, donc on verra notre drapeau un peu partout. Ouais. Donc les gens qui n'ont pas la chance d'être dans les tribunes ce jour-là, le verront quand même grâce à sa grandeur. Moi j'en ai un en ligne de mire, mais le problème c'est qu'il n'est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'il y a des qualifications jusqu'au mois de juin. Kevin Mayer au décathlon. Je suis d'accord. Kevin, fantastique. Alors, voilà. Je suis d'accord. Alors là, voilà celui. Et pour le porte-drapeau féminin, probablement une judokate. Il n'y a pas de porte-drapeau féminin, c'est un seul porte-drapeau. Oui, non, il y a deux personnes. Non, pas du tout. Ah bon ? Enfin, je crois pas. D'accord. Alors voilà encore une règle bidon. Il aurait dû y avoir masculin, féminin et handisport. Pareil, masculin, féminin. Handisport, tu l'auras. Mais non, je l'aurais fait Mais non, Mais c'est ça l'erreur. Comme il y a beaucoup moins d'audience pour les Jeux paralympiques. Non, c'est un carton en audience. Mais non, mais beaucoup moins que les 10 valides. Oui. Il fallait faire défiler les porte-drapeaux handisport, non seulement pour les 10 valides et pour le handisport. Et là, je trouve, mais parce qu'on crée le lien en disant l'équipe de France, c'est celle-là. Et moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup au handisport et au handicap, et je trouve qu'on a besoin de fédérer un peu plus et d'être un peu plus inclusif quand ça ne nous arrange pas forcément. Alors, à suivre, qui sera le porte-drapeau de la délégation française ? Adidas, cette semaine, a décidé de se séparer de dizaines, de centaines de milliers de chaussures invendues. Ce modèle, c'est celui-ci, né de la collaboration entre la marque et Kanye West. Ce stock d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars est resté sur les bras d'Adidas après sa rupture de contrat avec le rappeur américain en raison de ses déclarations antisémites. Messieurs, que compte faire Adidas de l'argent récolté ? Alors, je trouve ça fabuleux déjà qu'une grande marque allemande décide de revendre d'abord tous les stocks d'invendus de Yeezy, je n'ose même pas dire son nom. Pourquoi ? Parce qu'il a eu des postures, même pas des postures, des déclarations complètement dingues, antisémites. Et là, justement, la revente va permettre de financer les associations qui luttent contre l'antisémitisme et ce que je préfère appeler la haine des juifs. Je trouve ça formidable de se dire, on va taper au portefeuille du coupable pour aider justement ses victimes. Alors, puisque les juifs sont ses victimes. C'est à la fois une super belle opération marketing pour Adidas, parce que c'est une très très belle démarche qui va au bout, mais aussi c'est une très très bonne opération commerciale, parce que probablement vont-ils vendre ces chaussures à un prix discount. Ouais. Ok, ça va faire un chiffre d'affaires phénoménal. N'oublions pas que ça a été très courageux de la part d'Adidas de rompre le contrat avec Kanye West. Kanye West, avec la marque Yeezy, était la marque phare, un petit peu comme Jordan peut l'être avec Nike pour Adidas. Donc quelque part, il y a eu du courage, il y a eu de l'engagement, et là, c'est une sorte de retour sur investissement, et moi, ça me plaît. Mais une grande marque, de toute façon, les victoires des grandes marques, c'est aussi cela, c'est les victoires de ces sportifs, mais aussi les victoires de la marque et de l'entreprise. Et je trouve ça extrêmement vertueux d'avoir une grande marque qui dit, le business, on s'en fout pour une fois, et on va défendre des valeurs. Et ça, pour moi, c'est exemplaire. J'espère que ça va donner des exemples, et surtout l'envie de suivre cet exemple à d'autres marques. Voilà pour la bonne action de la semaine. Sport ou pas sport, d'accord ou pas d'accord ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Cette semaine, une vidéo visionnée 400 000 fois annonce un combat de nains dans une boîte de nuit de Toulouse. Tollé instantané, fronde, arrêté municipal, interdiction. Mais les organisateurs ne renoncent pas. Le combat de nains se tiendra à Blagnac. Messieurs, pour ou contre ?
Moi, rien ne me choque, et c'est ce qui est curieux de ces personnes challengées verticalement, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis. Michael, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça ne me choque pas. Alors, non, moi, ce qui me choque, c'est justement le dérivatif. On ne sait pas si on parle d'un combat de nains, et on sait qu'il y a quelque chose qui avait été interdit, c'était le lancer de nains. Rappelez-vous, c'était en Australie, où quelque part, on leur mettait du velcro, et ils avaient des poignées, on les lançait sur une cible. C'est abject, je suis désolé, c'est honteux. J'en rigole parce que voilà, moi je trouve ça dégradant, hein, c'était le terme qui a été employé. Et moi, ce qui me dérange dans cette information, moi, je suis pas d'accord. C'est justement le hiatus qu'il y a entre lancer de nain et combat de nain. Parce que quand on est nain et qu'on est boxeur, si on vous enlève l'organisation d'un combat de boxe, comment vous faites en tant que boxeur et pas en tant que nain? Mais Michael, moi, ce qui me choque, c'est est-ce qu'on a demandé leur avis à ces personnes, donc Vertically Challenge People, des personnes challengées sur la verticalité, ce qu'on appelle les nains. Déjà, les appeler les nains, c'est plutôt insultant. Est-ce qu'on leur a demandé à eux ce qu'ils en pensaient? Parce qu'apparemment, on ne les a pas poussés sur le ring. Oui, on les a pas poussés sont consentants et volontaires. Ils sont non seulement consentants et volontaires. Pourquoi? Parce qu'on met l'accent sur eux, on met la lumière sur eux. Donc arrêtons de voir du haut de notre splendeur, de notre hauteur, qu'on dénigre ces personnes-là, alors qu'au contraire, elles le vivent comme une mise en avant. Alors, et elles ont envie aussi avec toi, de participer. Donc, je suis désolé, on est encore une fois des prétentieux. Vous savez, les blancs valides suprémacistes, là, encore une fois. Alors là, on y est à fond. Ouais. Et vous savez, dans le handisport, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, on se retrouve avec des courses, d'ailleurs, avec un 100 mètres, par exemple, où vous allez avoir des gens avec une jambe, d'autres avec un bras, d'autres qui vont être aveugles et qui vont courir avec un accompagnateur, etc. Ils ont une tribune. C'est un moyen d'expression et c'est formidable. Le handisport est peut-être l'avenir du sport parce qu'on est tous quelque part un peu handisport, bien sûr, en fonction des professionnels ou des amateurs. Voilà. Et là, c'est un focus très négatif sur quelque chose qui pourrait être très positif. Je suis désolé, mais un combat de boxe de nains, si on met de côté l'infirmité, qui est une infirmité réelle, eh bien, pourquoi pas? Ce qui dérange, c'est le regard de l'autre. Ce qui dérange, c'est le regard, vous savez, de ces jeux du cirque ou de ces monstres qu'on montrait jadis au 19e dans ces parades de circus où les gens se moquent. Encore une fois, si on en parle comme ça, ça sous-entend que nous, notre terre, on se moque d'eux. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des vrais combats avec de vraies organisations, pas pour que les gens se moquent, mais pour que les gens assistent à un spectacle. C'est complètement différent. Mais justement, il y a un spectacle, par exemple, et je me tourne à ma droite du côté de notre cher animateur, arbitre, qui est arbitre de basket. Il y a une compétition de basket aux États-Unis qui est interdite à ceux qui mesurent plus d'1m70. Voilà. Alors, est-ce que c'est honteux ou pas? C'est extraordinaire. C'est juste une catégorie. Encore une fois, là, avec le nanisme achondroplase, c'est le nom scientifique, on est sur une infirmité. Mais ceci dit, on peut tout à fait promouvoir, non pas l'infirmité, mais l'activité sportive malgré l'infirmité. Donc, encore une fois, il faut mettre un peu de nuance sur cette information. Voilà pour ce peut-être combat de nains à Blagnac. Homme de goût et de raffinement, surtout toi, Mickaël, on le voit encore aujourd'hui. Voilà la séquence fashion. Il vous plaît pas mon... Non, je vais parler de Mickaël. Je vais parler de Mickaël. On les attendait, ils sont sortis et ils seront portés pour la première fois ce week-end contre l'Allemagne. Il s'agit du maillot de l'équipe de France pour l'Euro de football. Messieurs, qu'en pensez-vous? Moi, j'adore. Alors, je dis, et pourtant, on est assez tranché d'habitude sur les nouvelles tenues. J'adore d'abord le bleu électrique, comme il est magnifique. Il ressemble un petit peu à ce fameux bleu italien des années 80-82, si ma mémoire est bonne, qui était sublimissime. Mais mon best-of, pour moi, il va aux rayures. Ouais. Les rayures, alors là, les rayures inversées, les rayures différentielles, bleu, blanc, rouge, voilà, c'est ça. Ouais. Sublime, j'adore. Ouais. Moi, je reviendrai sur le symbole. Alors, c'est vrai qu'on est un plateau de boomers, et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une émission de télé en noir et blanc, c'était avec le coq Agénor. Agénor, c'est un coq en or. Absolument. Là, on le voit, le coq redevient en or. Il est énorme. Un petit peu comme le maillot de l'équipe de France en Argentine en 78, d'accord? Il est en grosse proportion. Alors, on voit aussi du vert en dessous parce que ça rappelle le terrain de football. C'est très, très habile, c'est très beau. J'adore. Et quelque part, voilà, on revendique cet emblème et on est très très fiers de notre... Avec un petit souci d'un point de vue, ça c'est l'angle graphique et design, en général, il vaut mieux tourner le coq vers la droite. D'ailleurs, c'est ce que j'avais conseillé à l'époque au coq sportif qui m'avait écouté, mais c'était bien des années après que je l'aurais conseillé, parce que ça veut dire qu'on est tourné vers le passé. Donc c'est vrai que la lecture naturelle, ce serait de mettre le coq légitime. Je suis d'accord avec toi, mais c'est légitime parce que le coq tourné dans ce sens-là, c'est le tourné vers Argentina 78. On avait acheté ce maillot d'ailleurs. Le petit truc, mais ça c'est vraiment l'œil, voilà. Alors à mais sinon, l'intérieur tout le reste, c'est magnifique. Mention. Vous l'avez vu la mention?
Oui, alors Nos différences nous unissent. Ouais, alors ça fait longtemps. Non, mais ça m'a fait réagir. Ça fait longtemps qu'ils ont fait. Ça m'a fait réagir. Ouais, non, nos différences nous unissent. En fait, il aurait peut-être été plus simple de mettre liberté, égalité, fraternité. Non. Alors c'est vrai que ça fait très patriote, c'est pas à la mode, mais en même temps le maillot il est bleu, blanc, rouge. Je suis totalement d'accord avec toi. Je sais pas, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a un petit clin d'œil. En fait, on va avoir 11 meufs sur le terrain. Meilleurs ouvriers de France, parce qu'ils ont pris exactement le même col que les meufs. C'est formidable. Ouais. C'est ça, je trouve ça. Non, mais en fait, il est très simple ce maillot, mais il est canon. Alors, il n'est pas totalement uni. Hein. Il y a des moirés de, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Il faut peut-être faire un zoom sur la version unie. Mais alors, moi, le short rayé, mais regardez comme il est beau avec ce bleu. Franchement, mais il y a un défaut. Alors, il faut le dire. Je prends mon air grave sur le maillot uni. Il n'y a pas la fameuse célèbre ligne rouge, sans laquelle on ne peut pas gagner une compétition. Oui, transversale. Hein, transversale, la fameuse. Bien, ouais, c'est ça. 84, l'euro. D'accord, mais on l'avait. 98. Elle nous a pas réussi non plus, donc elle gagne pas à tous les coups. Mais elle nous amène en finale. Moi, je trouve que l'enlever complètement. Alors, elle est dans le short. Bon, et quel est le prix de ce maillot ? 150 € pour le maillot officiel et je crois 100 € pour le réplica. Hein. Alors, il y a une star qui l'a déjà porté, qui l'a déjà teasé. Je vous laisse le découvrir. Taille XXXXL. Exactement. Ah bah oui, non mais... magnifique. Voilà le porte-drapeau pour moi officiel. Vous imaginez, porte-maillot, porte-drapeau. Non mais il est beau ce maillot. Il est canon. Je crois que ça va faire un carton. Je vais me le réserver là. C'est Victor Wembanyama, hein, pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Oui. Et il baisse la tête d'ailleurs parce qu'il y a le plafond juste au-dessus. Et moi qui l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir une fois en vrai, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Non mais c'est magnifique de voir. Vraiment, c'est important le maillot parce que à chaque fois il y a des polémiques avec les maillots de l'équipe de France. Hein. Il y a toujours des polémiques. Celui-là, je pense que celui-là, il va peut-être cartonner comme jamais un maillot n'est cartonné. D'abord parce que c'est un gros coq et je trouve ça génial d'avoir ce coq qui revient en force. Ce bleu est sublime, est très moderne. C'est la première fois qu'on a du vert. Hein. Je reviens un petit peu sur le tapis de pelouse. France, Arabie Saoudite. On avait joué avec des maillots verts et blancs. France-Hongrie en 78. Alors c'est France-Hongrie dernier match où l'intendant avait oublié les maillots de l'équipe de France. On a joué avec une équipe locale avec des rayures vert et blanches. Mais 82 aussi. Il y avait eu France-Arabie, vous avez oublié et je crois que je n'en ai pas mémoire. Est-ce qu'on a une référence sur le nombre de produits vendus, de maillots qui seront vendus ? Est-ce qu'on a quelques chiffres ? Franchement, là-dessus, Pierre, tu me prends de court. Je n'ai pas les chiffres. Non. Je suis convaincu qu'un bleu électrique comme ça, uni, sachant que l'équipe de France de football draine un public incroyable et des fans dans le monde entier, ça va être un carton. Ce serait intéressant peut-être de revenir avec les chiffres pour la semaine prochaine pour pouvoir peut-être spéculer sur le fait d'avoir peut-être un record avec ce maillot-là. Moi, l'oreiller, je crois que j'ai acheté les deux parce que vraiment les deux sont au même niveau. Encore une fois, je reviens sur le vintage avec ce plateau de boomer. L'oreiller, ça me fait penser exactement à la même époque de Argentina 78, aux chemisettes Fila qui équipaient Björn Borg pendant les tournois de Roland Garros et Victor Pecci avec la boucle d'oreille. Effectivement. Bien sûr, et se fouetter. Et se fouetter. Ce que je ne peux plus faire. Ah oui. C'est ça. Ça reviendra, Pierre. Voilà, messieurs, c'est la fin de cette édition. Tu siffles la fin du match, ça y est. On s'est encore régalé. Merci. Merci à vous. J'étais content de vous retrouver, ça faisait longtemps. Oui. Ben voilà. Le retour de l'équipe. Pour de nouvelles aventures. C'est la fin de cette édition de Smart Sport. La suite de vos programmes sur Bismart.